Dans les premières heures de l'opération Epic Fury, alors que l'obscurité enveloppe encore les reliefs accidentés de l'Iran occidental, un opérateur radar stationné dans une unité de contrôle de tir de batterie S-300 fixe son écran avec une intensité croissante, conscient que l'invisible est sur le point de se manifester. Cet homme, formé aux tactiques de défense les plus sophistiquées, sait que quelque chose traverse son espace aérien, car les rapports de renseignement et les mouvements stratégiques suggèrent que des aéronefs américains ont entamé des routes de pénétration directe vers sa zone d'engagement. Tout son système de combat, un joyau de l'ingénierie défensive, a été conçu précisément pour cet instant ultime où il s'agit de détecter, de suivre et d'engager une cible hostile. Mais son écran ne renvoie pour l'instant qu'un bruit de fond monotone et statique. Une absence d'information qui ne relève pas d'une défaillance tactique, mais d'une barrière physique infranchissable. L'écart entre la certitude que l'ennemi est là et l'incapacité technologique de le voir souligne une réalité brutale. La physique ne négocie pas, et l'avion qui impose sa loi à ce radar porte un nom légendaire, le F-22 Raptor. Une machine dont il n'existe que 195 exemplaires au monde. Cet épisode militaire est défini par deux chiffres fondamentaux qui résument à eux seuls l'enjeu de la supériorité aérienne moderne. Le premier étant le chiffre 0, soit le nombre de F-22 abattus lors de déploiements de combats réels. Un bilan impeccable sans aucune perte confirmée. Et le second étant 195, le plafond absolu de la flotte produite sur une ligne d'assemblage définitivement fermée en 2011. Le 0 représente une prouesse physique qu'aucun adversaire n'a encore réussi à égaler, tandis que le 195 constitue un plafond structurel limitant le nombre de fois où cette supériorité peut être projetée sur un théâtre d'opération. L'opération Epic Fury a constitué le moment de vérité où ces deux chiffres ont été testés simultanément dans un environnement de menace extrême, forçant les stratèges à recalculer non pas si le F-22 peut gagner, car la physique a déjà répondu par l'affirmative, mais combien de victoires potentielles il reste dans le réservoir stratégique de l'armée de l'air américaine. Pour comprendre le poids de ces statistiques, il faut analyser avec précision l'architecture défensive dans laquelle le Raptor a dû pénétrer. Un système intégré de défense aérienne iranien qui ne se limitait pas à une simple barrière radar, mais consistait en un maillage complexe. Les batteries S-300 PMU-2 couvraient des zones d'engagement dépassant les 100 000 nautiques, tandis que le système national Bavard 373 prétendait pouvoir détecter des cibles furtives à longue distance grâce à un réseau de radars de veille précoce fonctionnant en bandes VHF et UHF, des longueurs d'onde spécifiquement choisies pour mettre à rude épreuve les technologies de furtivité conventionnelles. À cela s'ajoutait une menace invisible, le système AD-08. Un dispositif de recherche et de poursuite par infrarouge qui n'émet aucun watt électromagnétique et se contente de lire passivement la différence de température entre le panache d'échappement d'un moteur et la froideur du ciel, rappelant que si le radar ne peut vous trouver, la chaleur, elle, le peut. Pour survivre à une telle architecture combinée, un avion doit résoudre 3 problèmes physiques de front, à savoir sa signature radar, son empreinte thermique et son altitude, car échouer sur un seul de ces points signifie une destruction quasi certaine. Le F-22 a été conçu pour traiter ces 3 variables à la fois, et lors de son déploiement depuis les bases de Laken Heath au Royaume-Uni et d'Ovda dans le désert du Negev en Israël, il s'est retrouvé à portée de rayons d'action des nœuds vitaux de la défense iranienne, capable de pénétrer le territoire ennemi sur son seul carburant interne et de revenir sans escale technique. L'avion ne survit pas dans un tel environnement grâce à la confiance de son pilote, mais grâce à une argumentation physique faite de titane et de composite absorbant les ondes radar, avec une surface équivalente radar frontal estimée à environ 0,0001 m². Là où un chasseur de 4e génération renvoie une signature mesurée en mètres carrés, le F-22 face à un radar de contrôle de tir en bande X ne renvoie qu'une impulsion comparable à celle d'une petite bille d'acier, créant un fossé technologique que les batteries S-300 n'ont jamais pu combler. La silhouette du Raptor est une application pure de la géométrie, où chaque bord incliné, chaque joint de panneau et chaque entrée d'air est conçu pour dévier l'énergie radar loin de l'émetteur d'origine, dispersant les impulsions dans des angles que les récepteurs ennemis sont incapables de collecter.
Ainsi, l'opérateur radar iranien reste face à un écran vide, alors même que la menace survole sa position, prouvant que le combat électronique était perdu avant même le lancement du premier missile sol-air. Cependant, la défense iranienne possédait une seconde dimension que la seule géométrie ne pouvait vaincre. Et c'est ici que la capacité de supercroisière du F-22 entre en jeu, permettant un vol supersonique soutenu à plus de Mach 1,5 sans utiliser de post-combustion. La post-combustion agit comme une balise thermique, une injection de carburant brut dans un échappement brûlant visible par tous les capteurs infrarouges à la ronde. Mais les moteurs Pratt & Whitney F-119 du Raptor fournissent une puissance militaire suffisante pour maintenir l'appareil au-dessus de 50 000 pieds à des vitesses supersoniques tout en conservant une signature thermique minimale. Cette maîtrise de la physique a toutefois un coût exorbitant, se traduisant par une charge utile interne réduite par rapport aux soutes conventionnelles, un calendrier de maintenance mesuré en dizaines d'heures d'intervention pour chaque heure de vol, et un prix unitaire dépassant tous les programmes de chasseurs précédents. En échange de cet investissement, l'armée dispose d'une bille d'acier indétectable plutôt que d'un miroir volant, et d'un échappement froid plutôt que d'une torche thermique. Lors des engagements documentés d'Epic Fury, les équipages iraniens ont bien tenté de tirer des missiles et de verrouiller des cibles, mais le résultat fut conforme aux prédictions scientifiques. Un retour radar trop faible pour générer une solution de tir et une signature infrarouge trop diffuse pour un accrochage stable. La soute d'armement interne du Raptor ne s'est ouverte que pendant moins d'une seconde pour libérer une bombe de petit diamètre GBU-39B, une munition de précision de 250 livres avant de se refermer instantanément, respectant la doctrine du premier regard, premier tir, premier coup au but. Pourtant, la facture de cette domination physique arrive sans délai, car pour chaque heure passée dans l'invisibilité, les équipes au sol à Hofda ont dû passer entre 10 et 30 heures à reconstituer le revêtement spécial de l'avion. Le matériau absorbant les radars n'est pas une simple peinture, mais un composite microstructuré maintenu à des tolérances microscopiques. Et la chaleur générée par la supercroisière ainsi que l'abrasion du sable du désert dégradent chaque joint de panneau. Les rapports officiels du GAO ont confirmé que le F-22 n'a jamais atteint ses objectifs de taux de disponibilité entre 2011 et 2021. Prouvant que si la physique offre une capacité, elle la consomme également avec voracité. Cette première contrainte de maintenance est doublée d'une seconde problématique, politique cette fois, découlant d'une décision prise à Washington en 2009 dans un contexte géopolitique qui semble aujourd'hui appartenir à une autre époque. En avril 2009, le secrétaire à la Défense Robert Gates a mis fin à l'acquisition du F-22, limitant la flotte à 187 avions opérationnels sous prétexte que l'Union soviétique avait disparu depuis 18 ans et qu'aucun adversaire de taille égale ne nécessitait une telle débauche de technologie. À l'époque, on pensait que le F-35 couvrirait le reste du spectre à un coût moindre, car le prix unitaire du Raptor, incluant la recherche et le développement, dépassait les 350 millions de dollars. La ligne de production de Lockheed Martin à Marietta, en Géorgie, a donc fermé ses portes en 2011. Et le dernier exemplaire a été livré en mai 2012, entraînant la dispersion des outillages spécialisés et la perte d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Relancer la production aujourd'hui, même avec un budget massif de 50 milliards de dollars, prendrait entre 5 et 8 ans pour reconstruire les outils, certifier les processus et former les ouvriers, car la chaîne logistique a été totalement démantelée. Cette décision stratégique de 2009 a été prise avant que la Chine ne dévoile son chasseur furtif J-20 en 2011, avant que le Su-57 russe n'entre en service et avant que le déploiement de systèmes S-400 ne devienne une norme dans les zones de conflit comme la Syrie ou Kaliningrad. L'environnement de menace qui justifiait le plafonnement à 195 appareils n'existe plus, mais la capacité de production pour corriger ce tir a elle aussi disparu. De plus, ce programme figé dans le temps a laissé subsister des lacunes technologiques, comme l'absence de viseur de casque, forçant les pilotes de Raptor à pointer le nez de l'avion vers leur cible lors de combats rapprochés, alors que leurs adversaires russes ou chinois peuvent tirer simplement en regardant l'ennemi. Sur les 195 Raptors fabriqués, seuls 143 environ sont des variantes codées pour le combat, les autres servant de plateforme d'entraînement incapables de mener une guerre de haute intensité. Le coût d'exploitation d'un seul F-22 oscille entre 70 000 et 85 000 $ par heure de vol, soit environ le double d'un F-35A.
ce qui représente un investissement irréversible dans une cellule qui n'a aucun remplaçant prévu à court terme. Bien que lors d'exercices majeurs comme Northern Edge 2006, le ratio de victoire ait été rapporté à 144 contre 0, cette supériorité illimitée se heurte à une arithmétique implacable. Une flotte de 187 avions opérationnels, divisée entre plusieurs escadres mondiales et soumise à des cycles de maintenance lourds, signifie qu'en réalité, seuls 80 à 100 Raptors sont réellement prêts au combat un matin donné. Ce chiffre est structurellement dangereux, car en cas de perte au combat ou d'accident, il n'y a aucun remplacement possible, et les pièces de rechange sont souvent obtenues en cannibalisant des appareils retirés du service. L'arme qui a accompli l'impossible lors de la première heure de l'opération Epic Fury est celle que l'Amérique ne peut pas se permettre de perdre 2 fois. On se demande alors pourquoi, si le F-22 a parfaitement rempli sa mission, la production n'a pas été relancée. Et la réponse réside dans le fait que la performance qui rend l'avion irremplaçable est aussi celle qui rend son retour injustifiable face à la future génération, le programme NGAD et le Boeing F-47. L'hypothèse selon laquelle l'écart technologique est gérable a eu un coût réel lors d'Epic Fury, car après la réussite de la pénétration initiale des Raptors, les commandants de la coalition ont conclu prématurément que l'espace aérien était sécurisé. Ils ont alors envoyé des appareils de 4e génération, comme des F-15E et des F-16, dont la signature radar est comparable à celle d'un autobus scolaire, supposant que le silence des radars signifiait leur destruction. Or, les campagnes militaires passées ont montré qu'une batterie de missiles mobiles qui s'éteint et se camoufle n'est pas détruite, mais attend simplement son heure. Ce fut le cas lors d'Epic Fury, lorsqu'une batterie mobile a brusquement activé ses systèmes, abattant plusieurs avions de la coalition et déclenchant une opération de recherche et de sauvetage catastrophique où les pertes se sont enchaînées, impliquant des hélicoptères et des ravitailleurs. Les pertes n'ont pas été causées par un échec de la furtivité, mais par l'illusion que moins de 100 avions de combat opérationnels pouvaient être partout à la fois pour sécuriser un théâtre contesté tout en maintenant une dissuasion globale. La première heure a été gagnée, mais une campagne ne se gagne pas en une heure. Et depuis le cessez-le-feu d'Epic Fury, le Pentagone a accéléré le financement du successeur du Raptor, le F-47, dont le premier vol est prévu pour 2028. L'arithmétique est cruelle. Les cellules de F-22 les plus jeunes ont déjà 15 ans, et d'ici l'arrivée du F-47, elles auront dépassé les 20 ans de service, marqués par les cycles thermiques de la supercroisière et l'usure du désert. Pendant ce temps, les analystes à Pékin et à Moscou étudient les données opérationnelles d'Epic Fury pour modéliser le taux d'attrition et la capacité de résistance d'une flotte si réduite. La question n'est plus de savoir si le F-22 est le meilleur avion du monde, mais combien de jours de combat de haute intensité il peut soutenir avant d'être épuisé. Face à un adversaire disposant d'une capacité de production 10 fois supérieure et ayant étudié les faiblesses logistiques américaines pendant des années, le chiffre 195 devient un signal d'alarme. L'infrastructure de fabrication fermée en 2011 et un programme de remplacement qui se compte en années placent les stratèges devant une équation complexe où chaque heure de vol du Raptor est un compte à rebours vers la fin d'une ère. En fin de compte, la supériorité aérienne ne repose pas uniquement sur la machine, mais sur l'état d'énergie et la masse critique que l'on peut projeter. Et actuellement, la flotte qui a réussi une pénétration sans perte dans un système de défense de classe mondiale est aussi celle dont chaque unité perdue est irremplaçable, posant la question ultime de savoir combien d'heures de domination il nous reste réellement à consommer.